Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Bérangère et Marion qui sont les deux associés de la maison Trafalgar. Bonjour. 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 Alors, on peut peut-être commencer par Marion et je vais vous poser la question à toutes les deux parce que les parcours d'entrepreneurs sont vous avez sûrement des histoires différentes qui se rejoignent. Donc, Marion, est-ce que tu peux te présenter et puis notamment jusqu'à avoir fondé Maison Trafalgar? Complètement. Le parcours, donc Marion, 31 ans. J'ai toujours été entrepreneur puisque je n'ai jamais eu l'occasion de travailler ailleurs. Ma première fiche de paye, c'est Trafalgar, enfin Bérengère, Oui. qui me l'a édité. Donc en fait, j'ai fait des études de lettres. Moi, je suis vraiment une littéraire à la base, donc baccalauréat littéraire, classe préparatoire Hippocane, licence de lettres modernes. J'ai vraiment poussé le bouchon jusqu'au bout. J'étais passionnée par mes études. Je savais déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés, mais j'adorais étudier les lettres, les sciences humaines et l'humain. Et je disais déjà à l'époque que le travail de mes rêves réunirait de la littérature, de la psychologie, mais déjà du commerce, parce que j'avais cette niaque, cette envie de faire bouger les choses. Et puis finalement, je me suis retrouvée à faire un double master lettres-commerce à Ok. l'IAE Lyon, ce qui était assez rare. En fait, il y avait un peu tous les énergumènes qui faisaient du commerce et de l'histoire géo, du commerce et des lettres. Donc, je faisais partie de ces étudiants-là. Et puis, c'est pendant ce double master à l'IAE que je me suis sentie vraiment écartelée. On me demandait sans cesse de choisir entre les deux. Quand j'ai soutenu mon mémoire de recherche côté lettres, on me disait c'est dommage que vous partiez du côté de l'entrepreneuriat et du business. Et quand j'étais sur les scènes entrepreneuriales, on me voyait comme la petite littéraire toute mignonne qui écrivait ses poèmes et qui avait un business un peu mignonnet, qui ferait ce qu'il peut. Et puis voilà. Et en fait, je me suis dit, c'est pas normal, c'est pas compatible. Et comme en même temps, je voyais mes anciens collègues en lettres modernes se faire soit broyer en agence de communication, soit vraiment avoir des vies de saltimbanque avec des contrats qui n'arrivent pas, avec un freelance qui est difficile à gérer. Et je me suis dit, c'est pas normal d'avoir en fait ce niveau intellectuel, cette haute valeur ajoutée, et de l'autre côté des entreprises qui, selon moi, écrivaient de plus en plus mal. Et je me suis dit, il y a une toute petite niche entre les gens très lettreux et les agences très market. Et donc, en fait, il faut créer la première maison d'écriture haute couture en France. Voilà, tout est parti de là pour moi. Donc, j'ai commencé dans les parcours incubateurs, mais on y reviendra. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés avec Bérangère. Hop. Alors, vas-y, Bérangère, dis-nous-en plus sur ton parcours avant votre rencontre, justement. Alors, de mon côté, Bérangère, 35 ans. J'ai fait mes études en communication avec une spécialisation relations presse. Moi, j'ai toujours adoré les mots de manière générale. J'ai fait des années de théâtre. J'ai notamment pris la plume pour écrire des pièces à l'époque. Et moi, je me suis dirigée vers la communication parce que j'ai trouvé que c'était un bon vecteur qui collait avec ma personnalité et qui me permettait du coup d'aller découvrir des univers et surtout des portes que j'avais envie de pousser. Donc, j'ai toujours travaillé non loin des mots. J'ai eu l'occasion de travailler chez Marie-Claire, chez Paulette Magazine, et puis après dans le cinéma chez Warner Bros. Et là, moi, j'ai la fièvre entrepreneuriale qui m'a picoté le bout des doigts. Et donc, j'ai fini mes études à Paris et je me suis installée à Lyon. Et moi, j'ai découvert Marion tout simplement en la lisant, puisqu'elle écrivait des écrits sur le web à l'époque. Et donc, on s'est rencontrés et on aime bien dire qu'on a réuni deux mondes qui n'ont pas du tout l'habitude de s'entendre, Oui. hein, le monde des lettres et de la communication. Et nous, en termes d'expertise et de personnalité, il y a eu comme une évidence entre nous et on s'est dit qu'on allait lancer cette belle maison dédiée à l'écriture. En fait, des mondes effectivement qui ne se côtoyaient pas beaucoup, qui se jugeaient énormément. Les gens de la com pensent que les littéraires écrivent très bien, mais pour que ce soit enfermé dans un tiroir. Et les gens de lettres se disent que les gens de com confondent très régulièrement, et c'est encore trop souvent le cas selon moi, le métier de communicant et le métier en fait d'écrivain. Ouais. D'ailleurs, souvent les entreprises recrutent une chargée de communication et attendent globalement qu'elle fasse et la stratégie de com et le fond, ce qui est souvent en fait incompatible. Bon, alors donc, il y a ces deux mondes qui se rencontrent et la création de Trafalgar. Qu'est-ce que fait Trafalgar et Maison Trafalgar, pardon, et à qui est-ce que vous vous adressez?
Alors aujourd'hui, on se présente comme une maison d'écriture haute couture. Ça veut tout simplement dire qu'on est, vous l'avez compris, des littéraires, on est des véritables passionnés des mots, on se présente comme des artisans de l'écriture. Nous, on s'est lancé historiquement sur la niche du portrait écrit et littéraire qu'on a décliné sous toutes ses formes au fil de notre développement. Donc, on a vraiment commencé sur la niche du portrait de dirigeants d'entreprise, puis du portrait croisé d'associés ou quand on travaille avec des entreprises familiales entre les générations, par exemple. Mais on peut aussi aller sur le portrait iconique de marques, des portraits de lieux, des portraits de manufactures, donner la parole aux pierres ou même aux produits avec des portraits de produits. Et on réalise beaucoup de galeries de portraits de collaborateurs pour présenter les hommes et les femmes qui font l'entreprise, mais aussi les métiers et les savoir-faire. Ensuite, on a ouvert notre savoir-faire à l'écriture plus globalement, avec de l'écriture sur mesure, où là, on peut trouver du manifeste, de l'écrit thématique, on peut aller jusqu'au poème, on peut pousser le curseur très loin. Et pour terminer, on accompagne, on a la possibilité aujourd'hui d'accompagner nos clients toute une série de déclinaisons plus opérationnelles, la traduction, la photographie depuis toujours, le dessin à l'aquarelle, on peut faire de l'audio sound design pour mettre en voix nos écrits, du graphisme, de l'impression. Voilà, on peut aller jusqu'au produit fini et clé en main, mais avec toujours pour viser de magnifier le fond et l'écriture. Et pour terminer... Et on a effectivement un dernier domaine d'activité stratégique spécialisé dans l'art oratoire et l'éloquence, parce qu'effectivement, il y a le fait d'écrire bien, mais ensuite de pouvoir le prononcer élégamment et clairement. Et à force de frapper à notre porte, nos clients nous ont dit, mais c'est hyper joli, mais maintenant j'ai besoin de pouvoir l'exprimer. Donc, on a créé il y a 3 ans maintenant ce nouveau domaine d'activité stratégique où là, on organise effectivement du coaching, des ateliers sur cette spécificité de l'art oratoire. Et ça nous rend très compétitifs sur le marché puisqu'on fait aussi de la gestion de crise, de la rédaction de discours, où là, on est autant à la rédaction qu'à l'accompagnement pour le jour J. Donc, ce qui est important, en tout cas, pour répondre à la question, mon conseil entrepreneurial, déjà, d'une part, c'est que trop souvent, on pense un business plan hyper large qui permet d'avoir un business model hyper complet. Nous, en fait, on a d'abord été quasiment 6 ou 7 ans sur l'hyper niche du portrait écrit. D'être d'abord vu comme des experts, de ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre, d'être déjà excellent dans son art. Et c'est seulement au bout de 6-7 ans qu'on a commencé à ouvrir parce qu'à force de recrutement, en fait, on n'avait pas envie de devenir l'Amazon du portrait. Et on s'est bien rendu compte que faire plus de chiffre d'affaires, c'était avoir plus de portraitistes, faire plus de portraits. Donc, à un moment, il y avait en fait une stratégie d'étranglement qui était en train de se mettre en place. Donc, on a pensé Trafalgar comme une maison complète en se disant comment on peut avoir aussi des leviers externes qui permettent de construire cette maison et de ne plus frustrer nos clients qui finalement voulaient tout nous confier. Ok. Et alors, ces clients, c'est quelle typologie de clients? C'est plutôt des. Vous avez parlé Bérengère, tu as parlé d'entreprises familiales, de dirigeants, d'associés. Enfin, il y a une typologie d'entreprises ou de personnes physiques qui s'adressent à vous? Alors, on travaille beaucoup en direct avec les dirigeants d'entreprise et peu importe leur taille et leur secteur, nous, Ok. on est capable de faire déjà des grands écarts en termes de thématiques et de secteurs. Et ensuite, on peut travailler autant avec la grande maison de luxe, des grands groupes, des TPE, des entreprises familiales, des PME en pleine croissance, ou aussi des artisans qui sont vraiment tout seuls dans leurs ateliers. En fait, ce qui est très important à retenir, c'est que dans Maison d'écriture haute couture, c'est notre savoir-faire qui est en fait très très exigeant. C'est pour ça que Bérengère précisait qu'on était des artisans des mots, on est des besogneux et on n'a pas du tout envie de se spécialiser dans le luxe. Bien sûr que notre excellence attire le monde du luxe et c'est tant mieux, mais nous, notre objectif en fait d'inonder les entreprises de littérature et d'écriture, ce serait complètement contre-productif d'être uniquement du côté du luxe, c'est-à-dire là où tout est déjà beau et presque parfait. Donc nous, on adore mettre du Trafalgar dans les industries, auprès des artisans, auprès des ouvriers, chez les TPE, etc. Et après, on a des clients en France
et puis à l'étranger, en Suisse, aux États-Unis, parce qu'effectivement, comme tu le disais, on est capable aujourd'hui de travailler avec la même exigence en français et en anglais. D'accord. Et ça prend quelle forme quelque part? Parce que entre, je sais pas si je regarde des métiers connexes vous pardonnez le néophyte, hein, et puis je fais exprès pas de recherche, pas trop de recherche avant les interviews pour découvrir en même temps que les personnes qui nous regardent. Mais je me dis, voilà, il y a d'un côté les relations presse, il y a effectivement voilà, les content managers, il y a, voilà, donc que viennent chercher ces entreprises par rapport à c'est pour diffuser dans quel cadre, quelle est l'utilisation et qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous qu'ils ne trouvent pas ailleurs. J'entends qu'il y a un effort rédactionnel plus fort, il y a un contenu, il y a un travail sur l'écriture, mais quelle est leur volonté? Qu'est-ce qui les fait venir chez vous en fait? Alors déjà, dans l'acte de pousser la porte de la maison de Trafalgar, il y a certes le besoin d'une belle écriture, puisqu'on a la plupart de nos clients qui arrivent, qui sont un petit peu fatigués de ce qui leur a été proposé jusque-là. Mais il y a aussi ce regard qu'on va poser de par nos entretiens d'extraction, qui sont des moments très poussés et privilégiés, où on arrête le temps. Ça se présente comme un tête-à-tête avec le dirigeant, un entretien de 4 heures. Donc, c'est ce regard-là aussi sur leur histoire ou l'histoire de leur entreprise qui vont vraiment venir chercher, avec une visée de communication et surtout de communication sur le long terme, puisque nous, on propose des écrits qui sont vraiment des socles et qui ont pour visée de devenir des socles de l'entreprise. Nos écrits ne sont pas temporalisés et on cède tous les droits d'auteur sur ces productions textuelles. Donc, c'est là où on se place en expert et qu'ensuite, nos productions sont reprises en main, soit par les équipes en interne, soit effectivement par des agences RP. Nos textes sont beaucoup utilisés en relations presse, sont utilisés sur le site internet, pour la marque employeur, pour le recrutement. On a vraiment des textes qui vont circuler de service en service jusqu'au service commercial avec une visée de vente. En fait, nous, on aime dire qu'on fait de la perma-écriture, c'est-à-dire qu'on est très fâché avec les professionnels qui disent vous avez besoin d'un texte pour quoi? Pour votre dossier de presse? Pour votre site internet? Ah, pour vos recrutements? C'est ce qui fait qu'en fait, les clients aujourd'hui font l'erreur de dire non, mais attendez, en fonction des cibles, le texte doit changer. Ouais. Mais c'est quoi cette histoire en fait? Vous êtes la même personne, vous êtes la même entreprise, vous n'allez pas prendre deux tons de voix différents. Arrêtons de croire qu'il y a une dichotomie entre les cols blancs et les cols bleus. Souvent, les plus intelligents ne sont pas ceux qu'on croit. Pourquoi on ne pourrait pas mettre des fables de La Fontaine en com interne? En fait, voilà, nous, on va un petit peu tout secouer et dire, commandez chez Trafalgar le socle. Mais très souvent, nos clients ont déjà leur agence de com, ont déjà quelqu'un qui se charge des RP, ont parfois une chargée de com, et ils se disent, bah, en fait, on commande chez vous pour avoir notre base, et ensuite, on nourrit tous nos services pour qu'ils puissent, eux, le dupliquer à loisir sans limite de temps ni de support. Et puis ensuite, on nous commande aussi des ouvrages. Alors, ce n'est pas ce qu'on fait le plus souvent parce qu'on n'a pas envie, effectivement, que toute notre activité soit tournée vers l'édition de livres, mais on peut aussi réaliser des livres d'entreprise de A à Z où là, on fait des très beaux portraits de femmes et d'hommes, d'entreprises, etc. D'accord, top. Et donc c'est très clair, ouais, du contenu long qui effectivement avec une vision plus systémique, en disant oui, voilà, l'entreprise n'est qu'une quelque part et elle a différents canaux de communication, mais au final son histoire est la même. Et j'aime beaucoup ça. Et j'amène aussi beaucoup moi les personnes par exemple qui font du recrutement à voir voilà le recrutement comme la partie commerciale et à se dire bah, vous avez déjà des choses qui existent, vous avez déjà une histoire, vous avez déjà des valeurs, vous pouvez les réutiliser plusieurs fois, effectivement. En fait, c'est exactement ça. Et puis ensuite, il y a l'effet effectivement de l'entretien d'extraction qui a été extrêmement étudié. C'est un processus millimétré. On a notre maison de portrait, on a le culot qu'on travaille en France et à l'étranger. On a un client qui est venu d'Afrique du Sud quand même pour vivre son expérience de l'entretien d'extraction. Les entretiens se passent chez nous, dans nos salons, en face à face avec nos portraitistes. On n'est pas biographe, on n'est pas journaliste. Vous n'aurez jamais l'occasion de rencontrer Trafalgar dans un hall d'hôtel sur un bout de papier à griffonner deux, trois mots. Nous, en fait, tout a été pensé sur mesure. Et pour moi, un bon texte, ou en tout cas, quand un texte est mauvais, à coup sûr, l'entretien a été mauvais, ou en tout cas bâclé. Et d'ailleurs, on le voit dans la réaction de nos clients. Souvent, ils arrivent hyper stressés, ils disent alors, mon brief, il faut que je vous donne mon brief. Et nous, on inverse en disant, mais attendez, c'est notre travail.
Donc en fait, c'est aussi là où on est très fort, c'est que comme on développe en plus l'employabilité des talents littéraires, tous nos portraitistes sont internalisés. Donc nos clients savent qu'ils ne vont pas être relégués au journaliste d'à côté qui a aussi 40 piges à sortir pour la semaine, ou au biographe qui fait un peu de biographie mais un peu d'entreprise. Non, nous, en fait, on est entrepreneurs littéraires. Hmm. Donc en fait, ce qu'adorent nos clients, c'est qu'on n'est pas simplement des artistes et des esthètes, on est aussi des entrepreneurs. Donc on ne laisse absolument rien au hasard dans nos méthodes d'entretien d'extraction. Et ensuite, comme on est quand même des esthètes, c'est une expérience hautement émotionnelle, hautement artistique, qui est parfois soutenue au piano. Donc Paul, notre pianiste, joue en live en fonction des émotions qu'il ressent du client. Top, Donc c'est extrêmement fort. top, génial. Bon, alors, vous êtes dans un secteur donc aux confins de la communication, de la création de contenu, même si, voilà. Donc, vous êtes dans un secteur chahuté en ce moment, ou en pleine mutation, avec des tendances très différentes des vôtres. On peut difficilement s'empêcher de penser à l'intelligence artificielle, etc. Comment est-ce que, voilà, est-ce que ça passe à côté de vous? Au final, c'est une autre chose. Est-ce que, en quoi ça vous touche? En quoi ça fait évoluer votre entreprise quand vous vous situez par rapport à ces tendances-là? Alors nous, déjà, on contre la tendance de l'accélération de la société Ouais. de manière globale. On a eu une impression, en tout cas, d'être à contre-courant les premières années, ça c'est sûr. En revanche, on sent qu'il y a un réel besoin de revenir au fond et à dire les choses vraiment, à les écrire et à les inscrire, qui effectivement crée un grand écart avec l'intelligence artificielle qui, nous, ne nous inquiète pas trop, puisque l'intelligence artificielle rebrasse de l'existant. Mm. Nous, on est plutôt là pour créer Ouais. du contenu nouveau et différenciant. Donc, on se dit même qu'un jour, peut-être que l'intelligence artificielle brassera notre propre contenu. Oui, en fait, comme ils génèrent en fait des textes à partir de ce qui est Ouais. déjà en place et que nous, on trouve que ce qui est déjà en place, en fait, tous les sites se ressemblent, les concurrents ont tous les mêmes catchlines. En 2022, c'était nous plaçons l'humain au centre. Maintenant, enfin, on pourrait avoir un mur de phrases les plus reprises. Donc, si l'intelligence artificielle reprend ces termes, vraiment aucun problème pour nous. Après, on est quand même des entrepreneurs extrêmement modernes. On suit de très près cette évolution. On a fait des tests, effectivement. Un poème en alexandrin sur l'histoire des pommes, etc. C'est quand même assez bluffant, il faut le dire, hein. Simplement, je crois qu'il faut toujours une dérive pour revenir à la base. Il a fallu l'hyperconsommation pour revenir au vintage, aux secondes mains, etc. Eh bien, il faut que quelques clients trouvent leur compte ou bien se cassent les dents avec l'intelligence artificielle pour ensuite avoir le plaisir de revenir dans une agence 100% humaine, 100% réelle et 100% intellectuelle, quoi. Donc, Voilà. tout comme Shein et Primark permettent à Hermès de quelque part se positionner différemment. Enfin, en fait, vous êtes un peu les Hermès du contenu là où ChatGPT est sur la ultra fast fashion, quoi. On est un C'est peu- ça, en fait, effectivement, on perdra des clients et honnêtement, c'est pas toujours. Enfin, si quelqu'un, je sais pas moi, ouvre une entreprise de paysagisme sous 24 heures et qu'il faut un à propos, il a peut-être pas besoin Ouais. non plus du service de Trafalgar. Donc, il en faut pour ces gens-là. Moi, ce que je regrette, c'est simplement que les freelances perdent encore des parts de marché et que ces gens-là ont aussi besoin de vivre parce qu'on peut pas tous les embaucher, malheureusement. Donc, moi, c'est plus pour la concurrence que ça m'embête. Après. Il y a une autre dérive quand même avec la jeunesse où nous, certes, on a créé notre entreprise à 22, 20, 21, 25 ans. Aujourd'hui, on est à 31, 35, donc on recrute aussi des personnes qui sortent d'études et on se rend compte que déjà, notre génération, il fallait se battre pour que les lettres soient un peu au centre de l'attention. Et moi, ma crainte, elle est plutôt là. Elle est plutôt quels sont les types de candidats qu'on va attirer dans 10 ans et quelles seront leurs réelles compétences. Voilà. Ah, il y aura toujours des amoureux des lettres et de J'espère, poésie quand même. j'espère. Déjà, voilà, on dynamise un petit peu le marché parce que souvent, c'est Ah, ça me fait penser à mon grand-père qui ne faisait aucune faute. Non, mais ce n'est pas ça. C'est vraiment pas ça, bien écrire. Et d'ailleurs, les entreprises, mais parfois des groupes leaders nous disent Ah, bah, les textes, bah, c'est la cousine de la chargée de com qui, en fait, a fait bac L il y a 15 ans, qui s'en occupe. Et c'est complètement délirant. Top. Et alors, si on vient maintenant à vous, personne physique et chef d'entreprise, euh, qu'est-ce que vous voyez comme évolution de votre entreprise? Qu'est-ce que ça peut changer? Voilà, est-ce que vos rôles ont changé déjà depuis qu'au démarrage, vous avez créé peut-être juste à deux et maintenant que vous avez une équipe?
Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution et qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme apprentissage? Alors nous, effectivement, on a une superbe ancienneté dont on est très fiers. Les 2 premiers collaborateurs qu'on a recrutés en 2015-2016 sont toujours dans l'entreprise, ont pu évoluer. C'est vrai que quand on s'est lancé avec Bérengère, il y avait une décision très claire. En fait, Bérengère gérait le développement, la stratégie première de l'entreprise. Et moi, j'étais vraiment la plume originelle de la maison Trafalgar, la première portraitiste. Et puis finalement, on a recruté Benjamin, donc on a été 2 portraitistes, puis Maxime, 3 portraitistes. Et puis à un moment donné, on s'est dit, ah bah ça fait déjà 5. Donc il fallait vite que je rejoigne Bérengère sur le développement et sur la stratégie. Donc j'ai commencé en fait, à laisser ma place en tant que portraitiste. Et c'était vraiment volontaire, puisque dans ce côté entrepreneur littéraire, on devient très très vite entrepreneur. Et puis après, il y a eu la deuxième étape où en fait, je n'étais plus portraitiste, mais j'étais chef d'atelier, parce que le fait d'avoir tout le monde en interne nous permet de nous réunir sur chaque portrait en comité de lecture, de procéder à une lecture à voix haute et d'aller retoucher jusqu'au moindre point-virgule, de s'assurer que tout est compréhensible, que tout plaît à tout le monde. Et c'est seulement à ce moment-là que le client est délivré. Donc moi, finalement, je me rendais compte que plus de portraitistes, plus de portraits, mais toujours sur le même bureau. Et finalement, Maxime, donc, qui a été le deuxième portraitiste historique de la maison Trafalgar, est devenu chef d'atelier. Donc aujourd'hui, tous les comités de lecture sont assurés sous sa direction, ce qui nous permet avec Bérengère de reconstituer finalement le duo des débuts dans la stratégie, dans le développement commercial, dans la gestion RH aussi, puisque d'autres portraitistes nous ont rejoints entre-temps. Donc c'est vraiment ce qui a changé, de pouvoir déléguer ce cœur de métier. Oui, tout à fait. Et puis, je rajouterais que nous, justement, on est plutôt assez fiers de notre continuité. Tout fait sens dans notre développement parce qu'on a commencé avec des marqueurs tellement forts par rapport au marché en place que du coup, nous, aujourd'hui, on est plutôt contents de voir que tout ça nous anime toujours et que ça fait toujours sens. Et après, c'est simplement qu'en cours de route, effectivement, Marion, on s'est rejoint, on fait ce duo qui fait vraiment sens pour nous. C'est aussi ça, pour nous, le plaisir d'entreprendre, c'est d'entreprendre toutes les deux. C'est vrai qu'on se quitte très peu. Et puis ensuite, c'est rajouter des pierres à l'édifice et donc au passage à nos métiers. Moi, j'ai commencé en faisant vraiment l'accompagnement de la direction artistique sur la photographie. Puis ensuite, on en vient à travailler avec des graphistes, on en vient à travailler avec des illustrateurs à l'aquarelle. Enfin voilà, il y a aussi cette curiosité qui est en permanence nourrie. Et puis cette culture générale qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, et qui se gonfle aussi des conseils de nos clients, comme ce sont des dirigeants d'entreprise. Ouais. On a été accompagnés et très accompagnés par nos clients. En fait, quand on crée un nouveau domaine d'activité stratégique, on découvre un nouveau métier. Si on lance effectivement une offre dessin Trafalgar ou un domaine d'activité stratégique à oratoire et éloquence, nous, on s'est retrouvés à organiser un concours d'éloquence en maison d'arrêt. Enfin, c'est juste hyper fascinant. Et donc après, nous, on a aussi nos partenaires qu'on choisit. Donc on se dit, ben, là, on a eu la chance de devenir partenaire officiel de l'INMA, donc l'Institut national des métiers d'art, qui gère notamment le label EPV, donc Entreprise du patrimoine vivant. Donc on travaille vraiment étroitement avec eux. C'est le cas aussi avec Station F pour le côté startup. Donc en fait, si on a envie de travailler avec les EPV, on est vers l'INMA. Si on a envie d'aller aider les startups, on est du côté de Station F. Quand on est du côté des grands groupes, ben, en fait, on est plutôt dans nos clubs d'entrepreneurs. Donc, en fait, c'est génial pour nous parce qu'en fait, on est toujours sous la même bannière, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat littéraire, et écouter aussi en fait, les vies, les stratégies de chacun, comme vous faites. Top. Et alors, c'est quoi votre prochain défi et peut-être le prochain apprentissage que vous allez devoir faire, la prochaine compétence à développer? En fait, on ne cherche pas forcément à développer de nouvelles compétences. Là, on est quand même, en 9 ans, on n'a quand même pas chômé en termes de compétences. Par contre, on n'a pas à rougir de ce qui nous animait au fond du ventre depuis l'année 1, c'est de devenir pionnière et leader de ce secteur. Toujours cette première maison d'écriture en France, vraiment cette référence. Donc effectivement, au début, on l'annonçait un petit peu timidement.
Aujourd'hui, on travaille quand même avec les plus belles références du monde du luxe, les groupes leaders, des très belles entreprises familiales. Donc, en fait, on réaffirme cette position de pionnière et leader. Et c'est dans ce sens-là qu'on va véritablement. Et ensuite, toujours pour nous, certains veulent entreprendre en étant seuls, ont d'autres quêtes. Nous, notre quête, c'est vraiment toujours le développement de l'employabilité des talents littéraires. Et quand je dis talent littéraire, ça ne veut pas dire sorti d'école de lettres, diplômé de lettres, ça on s'en fiche complètement. Mais vraiment, pour nous, c'est créer de l'emploi. Entreprendre, c'est créer de l'emploi sur notre territoire, rendre à notre territoire tout ce qu'on a reçu parce qu'on a beaucoup reçu du territoire lyonnais. C'est ce qui nous motive aujourd'hui. Ok. Et alors, vous vous adressez donc principalement à des entrepreneurs. Est-ce que vous avez un appel envers eux, une action, un appel à l'action ou une actualité pour les entrepreneurs justement lyonnais et du département? Alors, en appel à l'action, c'est assez global, mais arrêtons de niveler par le bas. Ça commence par vous. Inciter les gens à lire, à échanger, à créer du lien par le média qu'est l'écriture et la lecture en général. Et ensuite, en termes d'actualité. On vient justement de rentrer dans, je ne sais pas si vous connaissez le Grand 8, qui est en fait un dispositif créé par la métropole de Lyon. Donc, en fait, on n'arrête jamais. Comme on vous le disait, on est né dans les incubateurs. On a commencé par Boosting Lyon. On a fait ensuite l'incubateur Manufactory à l'IAE Lyon. On a été lauréate du réseau Entreprendre. Et en fait, on avait un petit peu arrêté parce qu'à un moment, il faut aussi foncer, penser par soi-même, arrêter voilà, d'être dans la surformation. Et puis, on y est revenu maintenant, voilà, qu'on a une taille aussi qui évolue. Et on s'est dit, oh, on a d'autres problématiques à gérer. Donc là, on a attaqué Grand 8 avec 7 autres entrepreneurs en croissance. C'est très intense, d'autant que très généralement, quand on se met dans des dispositifs, il n'y a pas 2 entreprises comme Trafalgar. Donc pour nous, c'est hyper nourricier. Donc c'est notre dernière actu puisqu'on a commencé il y a 2 mois, que ça va courir jusqu'au mois de juillet. Voilà. Et sinon, à part la naissance de ma petite fille au mois de juillet, pas vraiment d'autres grandes naissances d'actualité. Bah, ça, c'est en l'occurrence donc un très heureux événement et également en termes d'entreprise, un événement. Alors, comment est-ce que vous gérez ça ou vous planifiez ça en termes d'entrepreneuse, de chef d'entreprise? Mais c'est vrai que nous, on n'a aucun mal à en parler parce que pour le coup, on n'est pas du tout dans les clubs d'entrepreneuriat féminin, etc. On ne dénigre pas du tout ces clubs, mais c'est simplement que nous, on aime bien entreprendre au féminin dans toutes les sphères, en fait, peu importe notre genre. Après, il est vrai que quand on est 2 associées femmes, ça demande un petit peu de stratégie dans la gestion des affaires et de sa vie personnelle. Bérangère a fait son fils quasiment à la création. Donc, ça fait 9 mois après la création, comme ça on s'y est frotté très rapidement. Donc si on s'entend quasiment à toutes les décennies, voilà, on fait un choix de ce type. Mais pour nous, on est très soutenu par nos équipes. Je pense que c'est les managements extrêmement modernes qu'on prône. Donc bien sûr que ça donne un petit peu le tournis de développer une entreprise tout en étant maman. On ne va pas faire les warriors. On a le droit d'être vulnérable. On n'est pas infaillible. Mais bon, c'est là. Après, effectivement, quand on voit les réunions d'entrepreneurs qui généralement commencent à 7h30 le matin, on comprend quand même que on est les 2 seules femmes qui mettent un petit veto. Mais ça, c'est en train de bouger. On n'est pas Oui, ce qui inquiète peut maintenant. bouger aussi, c'est que pour s'occuper des enfants, les mecs peuvent aussi être à 7h30 à s'occuper des enfants pendant que dans Exactement. les femmes sont à des clubs d'entrepreneurs et j'espère que enfin, ça bouge, j'espère en tout cas. Exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que, en tout cas, moi qui deviens maman, je me rends compte aussi, on nous interroge souvent sur notre raison d'entreprendre, etc., qui sont forcément multiples. Mais c'est vrai qu'on se dit déjà avec Bérangère, mais tout ce qu'on va leur raconter, Ouais. c'est une petite fierté quand même, en termes d'exemplarité, en tout cas, même si on fera forcément des erreurs, c'est quand même assez chouette de pouvoir leur expliquer comment on a démarré. À 21, 23 ans et comment on en est là 10 ans après, quoi. Bon, bah, C'est ce top. qui nous porte. Génial. On va finir là-dessus. C'est un format court qu'on a déjà étendu parce que c'était passionnant. Donc merci à toutes les deux d'avoir partagé votre histoire. Moi, il
il y a un petit air poétique, rien que dans la façon dont vous parlez, etc. Il y a une vraie cohérence par rapport à ce que vous faites, donc c'est top. Donc j'invite tous les entrepreneurs qui nous regardent à vous contacter. On mettra vos coordonnées dans la description de l'épisode pour raconter leur histoire, pour raconter leur fierté, leur unicité, etc. En prenant le temps avec effectivement du contenu qui dure, qui reste et un peu à contre-courant et en parallèle de la frénésie qui nous entoure. Donc merci encore à toutes les deux pour Merci votre à toi, partage. Benjamin. Merci Benjamin. Avec plaisir. À bientôt.